Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York. Automne. Une pluie fine avait commencé à tomber, striant les vitres de Hudson Tower comme des larmes silencieuses. Les feuilles brûlées d'octobre, balayées par le vent, tourbillonnaient au pied du gratte-ciel. À l'intérieur, l'atmosphère n'avait rien d'automnal. Elle était crispée, tranchante, tendue comme la dernière note d'un concerto suspendu dans l'air. Au 43e étage, la salle de conférence s'étirait en longueur, garnie de mobilier sobre et hors de prix. Bois foncé, cuir italien, table en noyer lustrée comme un miroir. De grandes baies vitrées donnaient sur l'horizon de Manhattan, où les reflets du crépuscule embrasaient les immeubles alentours. Les lumières dorées du couchant jouaient contre les parois de verre, dessinant sur le sol des motifs mouvants qui semblaient palpiter. Autour de la table, les 12 membres du conseil d'administration de Gold Oak Industries étaient assis en silence attentif, certains les bras croisés, d'autres penchés vers leur tablette ou leur stylo blank. Des noms redoutés dans le monde des affaires. Des fortunes vieilles de plusieurs générations. Leur langage, la rentabilité, la croissance, le pouvoir. L'ambiance était formelle, presque glaciale. Les mots circulaient avec économie. Chaque sourire était stratégique, chaque hochement de tête calculé. Au bout de cette table, Richard Calloway. Âgé de 52 ans, il avait le port d'un conquérant et l'élégance d'un fauve. Ses cheveux gris parfaitement taillés et ses yeux d'acier bleu faisaient oublier ses rides. Son costume bleu nuit tombait avec une précision chirurgicale. Il tenait une tasse de café dans sa main droite, pas pour boire, mais pour affirmer son autorité, comme s'il brandissait un sceptre invisible. Richard venait de terminer sa présentation sur l'acquisition de Virexon Ltd., une entreprise pharmaceutique étrangère au potentiel prétendument explosif. Un diaporama fluide, maîtrisé, ponctué de graphiques élégants et de projections euphoriques. La salle avait répondu par des applaudissements modérés, comme le veut l'étiquette dans les sphères du pouvoir, l'enthousiasme feutré, jamais débordant. Tous semblaient convaincus. Ou plutôt, personne n'osait remettre en question le roi assis au bout de la table. Sauf elle. À l'autre extrémité, presque invisible dans son tailleur bordeaux, se trouvait Alyssa Morgan. 26 ans. Peau brune, regard d'obsidienne, posture droite. Elle observait tout, prenait note de chaque détail. Elle n'avait parlé que 2 fois depuis le début de la réunion. Mais à présent, elle leva la main avec calme. Un geste simple. Mais dans ce contexte, il résonna comme une rupture dans l'harmonie glacée de la salle. Une question, dit-elle d'une voix posée, mais ferme. Le silence qui suivit fut court, mais lourd. Certains tournèrent la tête, surpris qu'elle ose parler. Richard haussa un sourcil, un sourire en coin accroché à ses lèvres comme une lame fine. Bien sûr, mademoiselle Morgan. Faites-nous part de votre point de vue. Le ton était presque bienveillant. Presque. Mais dans ses yeux, une étincelle de condescendance brillait déjà, comme s'il s'attendait à une maladresse de débutante. Une façon de briller, sans brûler. Alyssa se leva doucement. Elle connecta son propre appareil au système de projection. L'écran principal changea. Des tableaux complexes apparurent. Des chiffres. Des annotations. Des données croisées. Elle fit défiler lentement les pages, s'arrêtant à la ligne 47. Une cellule s'illumina en rouge. « Désolée, mais ce point est un piège, » dit-elle calmement, son doigt désignant la ligne. Sa voix résonna dans la salle, nette comme une lame effleurant la peau. Le sourire de Richard s'effaça aussitôt, comme s'il venait de sentir le sol se dérober sous ses pieds. « Pardon, » fit-il, la voix légèrement plus tendue. Alyssa ne répondit pas tout de suite. Elle pivota légèrement vers les autres membres du conseil. Plusieurs fronçaient les sourcils. Un murmure inquiet parcourut la pièce. Elle développa. La ligne 47 concerne l'ajustement des actifs passifs dans la filiale de Virexon enregistrée à Johannesburg. Sauf que cette filiale est, selon les registres publics sud-africains, en procédure de dissolution pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Rien de tout cela n'apparaît dans la due diligence officielle. Ce n'est pas une erreur. C'est une dissimulation. Un silence s'abattit sur la pièce. Richard serra sa tasse de café si fort qu'un petit bruit de porcelaine fendit l'air. Il ne disait rien.
Son visage s'était durci. Alyssa planta ses yeux dans les siens. Je ne suis peut-être qu'une analyste junior pour vous, mais j'ai vérifié mes sources. Et j'ai tout documenté. Ce projet ne peut pas aller plus loin. À moins que vous ne vouliez entraîner tout le conseil dans une complicité de fraude internationale. C'était dit. Lasalle se figea. Expliquez-vous, demanda sèchement Richard, les dents serrées, le regard planté dans celui d'Alyssa avec la froideur d'un homme qui sent le contrôle lui échapper. La salle s'était figée. Alyssa se leva avec lenteur, sans précipitation. Elle lissa le pli de sa veste bordeaux, prit une brève inspiration, puis fixa calmement les membres du conseil d'administration, un à un, comme s'ils étaient des jurés et qu'elle, une avocate prête à plaider sa cause. Sa voix ne trembla pas. La société que vous voulez racheter, Virexon Ltd, est en procédure de dissolution en Afrique du Sud pour blanchiment d'argent. C'est inscrit noir sur blanc dans les registres financiers du tribunal du Gotham, classé sous le dossier numéro B 3471. Vous le savez. Et pourtant, elle fit un pas vers l'écran. Un graphique clignotait encore, ligne 47. Elle pointa du doigt une note en bas de page. Vous avez choisi de camoufler cela dans une ligne de bas de page, rebaptisant l'affaire une simple opportunité stratégique liée à des risques émergents. Sa voix se durcit. C'est de la fraude. Ce n'est pas seulement risqué. C'est illégal. Un souffle de surprise, presque un râle collectif, traversa la salle. Le directeur juridique, Martin Klein, un homme d'habitude impassible, devint livide. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tapotait nerveusement sur son écran tactile. Un autre membre du conseil échangea un regard inquiet avec sa voisine. Mais Richard, lui, ne bougeait pas. Il se redressa lentement dans son fauteuil en cuir noir, ses coudes posés sur la table, les doigts croisés sous son menton. « Vous insinuez que j'ai volontairement menti au conseil ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Alyssa ne cligna pas des yeux. « Non, » répondit-elle. Elle marqua une pause. Un frisson parcourut la pièce. « J'affirme que vous avez volontairement construit une façade. Et j'ai les preuves. » Un silence profond, comme un gouffre, s'ouvrit entre les deux extrémités de la salle. Plus aucun froissement de papier. Plus aucun clic de stylo. Plus un seul souffle visible. Puis, d'un mouvement soudain, Richard éclata de rire. Un rire sec, nerveux, presque hystérique. Vous croyez pouvoir me faire tomber, avec vos 2 mois d'expérience, vos présentations PowerPoint et votre diplôme encadré à Yale ? Dit-il avec un sourire empoisonné. Vous croyez que le conseil va vous croire ? Vous n'êtes qu'un pion. Un détail. Vous n'existez même pas dans ce jeu. Elise N. Hebron Chapas. Lentement, elle sortit une clé USB argentée de la poche intérieure de sa veste et la posa devant elle, au centre de la table. Le petit objet métallique sembla briller sous la lumière dorée du plafond comme une arme chargée. « Non », répondit-elle. « Mais le procureur général de l'État, lui, me croira. » Un long frisson parcourut la pièce. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un couperet. Richard devint pâle, mais il se força à sourire. Pourtant, une goutte de sueur glissa lentement de sa tempe à sa mâchoire. Car il comprit. Alyssa n'était pas là par hasard. Elle n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas cette petite recrue ambitieuse qu'il avait regardée avec un demi-sourire au premier entretien. Elle était le résultat d'années de silence, de douleur, de travail acharné, de nuits blanches à étudier les failles du système. Une fissure imperceptible devenue faille béante sous ses pieds. Elle était la fille de Derrick Morgan. Un nom que Richard n'avait pas entendu depuis 15 ans, mais qu'il n'avait jamais oublié. Derrick. Le syndicaliste coriace de Newark. Celui qui s'était dressé contre son projet immobilier au nord de la ville. Celui qui avait osé dénoncer les pots de vin versés aux autorités locales pour détruire un quartier populaire sous couvert de rénovation urbaine. Richard avait gagné ce combat. Officiellement. L'immeuble avait été construit. Les contrats avaient été signés. Mais dans l'ombre, un homme avait tout perdu, son emploi, sa maison, sa dignité. 1 an plus tard, Derrick était retrouvé mort chez lui, victime d'une crise cardiaque. Sa veuve, Grace, avait élevé seule leur fille, dans un quartier rongé par la pauvreté et les promesses trahies. Et cette fille était là, aujourd'hui. Droite. Inébranlable. Alyssa le regarda droit dans les yeux.
Son regard n'était pas celui d'une enfant blessée. C'était celui d'une femme formée par l'injustice, armée par la mémoire, et portée par une foi inébranlable en ce qu'est la vérité. Elle ne parlait pas pour son père. Elle parlait pour tous ceux que Richard Calloway avait écrasés au nom de l'ambition et du pouvoir. Et elle conclut, avec une lenteur presque solennelle. Je ne suis pas venue ici pour me venger. Je suis venue ici pour dire que votre époque est terminée. Le silence se fit une dernière fois. Puis l'un des membres du conseil, une femme jusqu'ici muette, appuya lentement sur un bouton. Martin, dit-elle au directeur juridique, je veux que cette réunion soit suspendue immédiatement. Et que tout ce qu'elle vient de dire soit vérifié. Mot pour mot. Et pour la première fois en 15 ans, Richard Calloway sentit la peur. La vraie. Dans les jours qui suivirent, l'affaire explosa comme une détonation dans les médias. CNN ouvrit ses journaux du soir sur le visage de Richard Calloway, autrefois présenté comme un génie de la finance, désormais accolé au mot « fraude ». Bloomberg diffusa une émission spéciale intitulée « L'Empire Calloway, ascension, manipulation et chute ». Le New York Times publia un article en une, titré « Une analyste de 26 ans fait vaciller l'un des plus puissants PDG de Wall Street ». La clé USB d'Alyssa était une mine. Elle contenait bien plus que des chiffres. Elle exposait une architecture entière de mensonges, patiemment tissés sur des années. Des transferts offshore vers des comptes bancaires à Singapour. Des emails échangés entre Richard et des responsables corrompus à l'étranger. Des rapports financiers volontairement altérés. Et surtout, des témoignages internes anonymisés. Des lanceurs d'alerte qui, inspirés par le courage d'Alyssa, avaient livré ce qu'ils savaient, sans que Richard ne s'en doute. Le FBI ouvrit une enquête en urgence. Le 3e matin après la révélation, des agents fédéraux, escortés par des huissiers, pénétrèrent dans les bureaux de Gold Oak Industries. Des documents furent saisis. Des serveurs entiers clonés. Hudson Tower, jadis symbole de puissance, devint l'épicentre d'un scandale financier national. Le cours de l'action de Gold Oak s'effondra de 46% en moins d'une semaine. Des investisseurs paniqués retirèrent leurs fonds. Des institutions, jusque-là partenaires loyaux, suspendirent leur collaboration. La SEC, Securities and Exchange Commission, lanka sa propre investigation. Richard Calloway, acculé, donna une conférence de presse en urgence. Son visage, si souvent confiant, semblait cette fois abattu, presque vieilli. Il annonça sa démission immédiate, arguant de « pression déraisonnable » et de « rumeurs malveillantes ». Mais le mal était fait. Le procureur de l'État de New York annonça formellement des poursuites pour Fraude fiscale. Falsification de documents comptables. Manipulation de marché. Et entrave à la justice. Certains membres du conseil d'administration, tentant de sauver leur carrière, plaidèrent l'ignorance. D'autres défendirent Richard, le décrivant comme un visionnaire mal compris. Mais face aux preuves méthodiquement rassemblées, leurs mots s'effondraient comme des dominos sur du sable. Alyssa refusa plusieurs offres. Des multinationales lui proposèrent des postes à 7 chiffres. Des fonds d'investissement lui offrirent des parts. Même une firme de la Silicon Valley tenta de la recruter en tant que « Chief Ethics Officer ». Mais elle avait d'autres plans. Quelques mois plus tard, dans un loft rénové de Brooklyn, elle fonda Truthspire, un cabinet indépendant de conseil et d'enquête spécialisé dans la conformité éthique, la transparence financière et la formation des jeunes analystes engagés. Truthspire n'était pas un simple cabinet, c'était un mouvement. Les étudiants de Harvard, Columbia et Wharton y postulaient par centaines. Des ONG collaborèrent avec elle. Des gouvernements locaux commencèrent à la consulter sur des pratiques éthiques de gouvernance. Son équipe, une génération de jeunes brillants, diversifiés, intègres, qui ne voyaient pas l'entreprise comme un outil de domination, mais comme un levier de transformation sociale. Peu après le lancement de Truthspire, Oprah Winfrey la contacta. L'interview, diffusée dans plus de 80 pays, fit sensation. Assise face à Oprah, Alyssa parla de son père, d'Eric Morgan, de sa mère Grace, de l'appartement modeste de Newark où elle avait appris à lire dans les livres d'occasion que sa mère récupérait à la bibliothèque municipale. Elle parla de ses années à Yale, où elle s'était sentie invisible dans les amphithéâtres de la Ivy League. Et elle parla surtout du jour où elle avait compris que la vérité ne suffit pas si elle ne parle pas fort, droit et clair. Oprah la surnomma
La nouvelle conscience du monde des affaires. Chaque matin, Alyssa passait devant Hudson Tower, l'immeuble où tout avait basculé. Elle levait les yeux vers les vitres sombres du 43e étage. Elle ne souriait pas par triomphe, pas par orgueil, mais par dignité, car elle savait que ce qu'elle avait accompli ce jour-là n'était pas un simple acte de courage. C'était une justice différée. Une justice silencieuse pour tous les Derrick Morgan de ce pays. Pour tous ceux que les puissants écrasent dans les marges des rapports et des décisions opaques. Alyssa Morgan avait prouvé que la vérité peut attendre. Mais qu'elle ne plie jamais.